C'est rare, un style, monsieur. Un style, il y en a un, deux ou trois par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas? Ils rampent dans des phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent je vois que, etc. C'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé quelque chose de bien particulier, n'est-ce pas? J'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas, pour devenir un chroniqueur. Alors j'ai mis ma peau sur la table. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Ce qui est fait gratuite, sans gratuite. Et plus de gratuite. Alors, à quel jeune des écrivains gratuites, qu'est-ce qu'on me montre? C'est des gratuites. Qu'est-ce qu'il a gueulé, celui-là? Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un roman, et pas n'importe quel roman, parce que c'est un grand classique de la littérature française, et je dois avouer que ça fait un sacré bout de temps que je veux le lire. Mais ça fait vraiment longtemps, hein. Ça se compte pas en mois, ça se compte en années, et puis parfois comme ça on remet à plus loin des choses qu'on a envie de faire, et puis on fait autre chose, on lit autre chose. Parfois il y a des livres qui peuvent leur faire un peu peur, le mot peut-être un petit peu fort, mais disons que on se dit que peut-être que ça va être pas ce qu'on attend. Bon, il y a plein de raisons, et puis on le remet à plus loin et on ne le fait pas, on se lance pas dans la lecture. Donc c'est un peu le cas pour ce livre. J'ai attendu en années. J'y pense depuis très 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 longtemps. Il faut dire que j'entends parler de ce livre. Je le connais depuis très longtemps, mais j'en entends parler aussi depuis longtemps. Et à chaque fois, alors j'en entends parler en bien, parfois un petit peu en mal aussi. Il faut dire que c'est une personnalité extrêmement clivante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc du coup, mais c'est pas pour ça que je me suis pas lancé dans le livre, hein. C'est parce que en fait, voilà, du temps est passé et puis on peut pas tout lire comme je le disais avant. Et enfin, je me suis lancé dans ce livre qui commence à dater puisqu'il est 1932. Alors j'ai pas attendu depuis 1932, mais enfin quand même j'ai attendu un sacré bout de temps avant de le lire. Et ce livre, je l'ai sur liseuse, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Voilà. Donc je lis pas beaucoup sur liseuse, ça m'arrive pas souvent, de temps en temps, mais c'est assez rare. Et là je l'avais sur liseuse, donc je l'ai lu sur la liseuse. Je vous disais, j'ai beaucoup tardé. Alors, quand on évoque Voyage au bout de la nuit, on part sur un gros livre de la littérature française. Quand je dis un gros livre, c'est pas forcément par la taille, bien que ce soit un livre qui fasse 500 ou 600 pages en papier, je crois, mais c'est plutôt par ce qu'il représente. C'est un livre qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature française, donc on s'attaque là à un chef-d'œuvre classique, et on se dit que il faut y aller quand même, il faut se lancer dans l'aventure et puis voir ce que nous on va pouvoir en tirer. Après avoir entendu autant de choses sur un livre, on a envie de se faire sa propre idée. Donc voilà, ça faisait très longtemps, je me suis décidé enfin, et j'ai parcouru Voyage au bout de la nuit. Alors je vous disais, c'est Céline, évidemment. Céline, personnage controversé, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, et les gens qui ne le savent sans doute pas encore, l'antisémitisme de Céline est avéré pendant les années 30-40, et donc on a ce projecteur extrêmement négatif sur Céline, qui fait qu'il est aussi mis un peu au banc par certains lecteurs, même par une certaine presse, par certains journalistes, et effectivement, ça en fait une personnalité sulfureuse. Donc lire Céline, c'est presque, en n'exagérant pas, mais ça pourrait être considéré comme être mal vu. Donc moi, ça ne me gêne pas. En réalité, c'est un grand débat. Est-ce qu'on doit séparer l'auteur de son œuvre ? C'est toujours pareil, c'est un débat que je ne vais pas faire aujourd'hui, hein. Je ne vais même pas l'entamer du tout, mais c'est un débat très intéressant qui mériterait une analyse, qui mériterait d'en parler, peut-être un jour. Et en tout cas, moi je pense que oui, parce qu'autrement on ne peut plus lire grand-chose, on va, même si on fouille dans la vie de tout le monde, on ne va pas pouvoir forcément regarder tous les films, écouter tous les disques, donc c'est pareil pour la littérature. Et si on remontait encore plus loin, on apprendrait des choses sur la vie des peintres, et on se dirait « Ah non, je ne vais pas aller admirer tel peintre parce qu'il a vécu de telle ou telle manière ». Donc je pense qu'il faut faire un effort, même si ce n'est pas toujours facile, de séparer l'homme de l'œuvre.
Donc je me lance dans Voyage au bout de la nuit, sans considération a priori négative sur Céline. Je mets ce qu'on sait de lui de côté, et c'est pas grave, je me lance dans son œuvre. Alors je vous disais, c'est un livre de 1932. Je crois qu'il a eu un prix, il a pris le prix Renaudot, je crois. Et donc voilà, il a tout de suite fait parler de lui. Ce livre. Je vais revenir après dessus pourquoi. Quelques mots sur Céline, et justement sur cet antisémitisme. Donc j'ai lu Voyage au bout de la nuit, en intégralité, évidemment, bien que ça ait été un peu long. Je l'ai lu sur une période d'1 mois, 1 mois et demi. J'ai traîné un petit peu. J'avoue, je vais vous en parler après, j'ai eu un peu de mal. J'ai traîné un petit peu pour le lire, mais en tout cas, évidemment, je l'ai terminé jusqu'au bout. Et il n'y a pas de traces d'antisémitisme dans ce livre-là. Moi, j'ai pas lu d'autres œuvres de Céline. C'est mon premier Céline. Donc, il n'y a pas d'antisémitisme dans ce livre, c'est parfait, c'est très bien, ça me va très bien. Voilà, il n'y a pas eu de choses embêtantes à lire, désagréables sur ce sujet-là, donc ça c'est parfait. Alors après, ces autres écrits, moi je ne les ai pas étudiés, je sais ce qu'on dit de Céline, j'ai lu quelques articles dessus, passons sur ce sujet. Mais restons quand même sur Céline. C'est un personnage vraiment particulier, mais véritablement vraiment particulier. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui sont particuliers dans leur monde, qui ont une personnalité à part. Et Céline, il est assez étrange. Et en fait, quand on écoute des interviews de Céline, alors il y en a quelques-unes qui traînent sur YouTube, je vous conseille d'aller les voir, ou de les écouter. De les voir, il y a quelques vidéos, il y a très très peu, mais il y en a quand même pour se faire une idée. Et en fait, on est quand même extrêmement surpris quand on a Céline face à nous, en train de s'exprimer. Alors pourquoi ? Il y a une interview qui traîne sur YouTube et qui est des années 60, je crois. Il est déjà assez âgé, il est malade. Enfin âgé, relativement, pas si vieux que ça, mais il est un peu malade. Et il s'exprime, il y a un journaliste qui lui pose des questions. Alors, il y a déjà un décalage, parce que, évidemment, c'est un homme du début du XXe siècle, et il ne parle pas de la même manière que nous, il n'emploie pas le même vocabulaire, il n'a pas les mêmes expressions, les mêmes phrasés. D'ailleurs, le journaliste non plus. Et il y a autre chose qui est sidérant, c'est son accent. D'ailleurs, dans une interview, il y a un journaliste qui lui fait remarquer. Céline a un accent parisien, mais même des faubourgs parisiens des années 20, des années 30. Même des années 10, 20 et 30, en fait, en réalité. Et il a conservé cet accent quand il est interviewé dans les années 60. Et en fait, c'est assez sidérant, parce qu'on ne s'attend pas du tout à cette manière de parler, un accent qui est aujourd'hui totalement disparu, qui peut nous apparaître, je dis ça pour l'anecdote, évidemment, c'est pas une critique franche et ouverte, c'est juste pour contextualiser, qui peut nous apparaître un peu plouc, un peu bizarre. On se dit, ah oui, c'est très étrange cette manière de parler, on n'en a plus l'habitude, on ne l'entend plus, on l'entend dans certains vieux films français, moi j'ai vu pas mal de vieux films français de ces années-là, donc on retrouve cet accent qu'on a de temps en temps, mais autrement c'est un mode d'expression qui a totalement disparu. Déjà, ça en fait quelque chose de très particulier, c'est vraiment bizarre comme approche. Et quand on a entendu Céline, quand on l'a compris un petit peu, on ne s'étonne plus, finalement, d'ouvrir Voyage au bout de la nuit et d'avoir un style très particulier. Alors, je vais faire une petite pause avant d'aller plus loin. Je vais tout vous avouer, j'avais fait une première vidéo. J'ai fait une première vidéo sur Voyage au bout de la nuit et j'ai dit ce que j'avais à dire pendant 40 minutes. Et en fait, après, j'ai réfléchi avant de la mettre en ligne. J'ai réécouté, pour le montage, j'en ai obligé, je l'ai réécouté. Et en fait, ça ne m'allait pas. Et je sais pas, il y a quelque chose qui ne m'allait pas. J'ai laissé la vidéo mûrir dans son coin. Et finalement, j'y ai beaucoup pensé. Et je me suis dit non, ça va pas, je me suis trompé. Il faut que je refasse une vidéo. Je n'ai pas dit ce que je devais dire sur Voyage au bout de la nuit. Dans la première vidéo, j'avais été assez sévère. Pas complètement, mais un peu, parce que, a priori le livre ne m'avait pas plu. Et puis le livre a mûri, j'ai laissé reposer la lecture, il s'est passé du temps, j'y ai beaucoup pensé,
sans le vouloir. Ça s'est resté dans mon esprit. Et il y a des livres comme ça qui ont besoin de mûrir un petit peu, besoin d'être digérés. C'est plutôt la lecture qui a besoin d'être digérée et analysée. Et puis je me suis dit, non, tu t'es quand même un peu trompé sur certains éléments, pas sur tous, hein. Je vais vous parler de certaines choses qui ne m'ont pas plu, mais je me suis un peu trompé, il faut que j'aille plus loin que ça dans l'analyse et que j'en parle un peu mieux. En fait, je n'en avais pas parlé comme il fallait, ça ne convenait pas. Et donc je me suis dit, allez, refais la vidéo, tu peux pas mettre une vidéo comme ça en ligne, il faut la refaire. Donc voilà, seconde vidéo, pour vous parler de Voyage au bout de la nuit. Le livre est considéré comme un chef-d'œuvre. Donc évidemment, quand on s'attaque à la lecture d'un chef-d'œuvre et à l'analyse après d'un chef-d'œuvre, on n'est pas dans un petit roman de science-fiction qui n'aurait pas laissé de traces dans l'histoire de la littérature, quand bien même il y en a qui peuvent être intéressants, c'est pas la question, hein. Moi j'adore la SF. Mais là, on est sur autre chose. Donc du coup, le style de Céline, qui a fait beaucoup parler, eh bien, effectivement, il faut le digérer, il n'est pas simple. Quand j'ai lu les premières pages, j'ai été très surpris. Je me suis dit, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un livre beaucoup plus soutenu, beaucoup plus académique, en réalité. Et j'ai eu la grande surprise de découvrir que le style cassait complètement les codes de l'époque, et qu'effectivement, c'était très surprenant. Ça en était tellement surprenant que pendant un grand nombre de pages, je vous l'avoue, ça n'a pas été agréable. Je me suis dit, le style ne me va pas. Le style de Céline dans Voyage au bout de la nuit est un style parlé presque tout le long du livre. Même quand on a affaire à des descriptions. Alors le livre est narré à la première personne. C'est le personnage principal qui s'appelle Ferdinand Bardamu qui nous raconte son aventure. Et il parle à la première personne, mais que ce soit par l'entremise de dialogues, les siens, les dialogues des autres, ou les descriptions, on a souvent une manière d'écrire comme si on parlait. Alors je dirais pas que c'est bâclé, hein, mais c'est volontairement bâclé, enfin non, bâclé n'est pas le mot. C'est volontairement populaire, et en réalité, c'est très étrange comme manière de raconter un récit. Et évidemment, au début, ça m'a un petit peu embêté. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un extrait à un ami qui ne l'a pas lu, il ne l'a toujours pas lu d'ailleurs, je crois. Et il a été très surpris, parce que lui aussi s'attendait à quelque chose de plus soutenu, de plus élégant, on va dire. Et en fait, il a été assez surpris de l'extrait que je lui avais envoyé. Et globalement, voilà, on était d'accord sur ce sujet. Et puis, je me suis fait au style, parce que je voulais quand même voir ce que c'était Voyage au bout de la nuit. Je voulais le comprendre, je voulais le vivre. Et j'ai essayé de passer par-dessus ce style. J'ai eu un peu de mal, hein, je vous l'avoue, j'ai eu un peu de mal. Mais je l'ai fait quand même, j'ai fait l'effort. Je l'ai lu, j'ai accepté ce style parlé. Et puis, j'ai trouvé du bon, j'ai trouvé du mauvais. Et puis finalement, l'aventure s'est poursuivie. Et je l'ai lu jusqu'au bout. Je ne peux pas dire que le style m'a transporté. Mais après digestion, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis un peu de temps à réfléchir à ça. Bien 2-3 mois finalement, 2 mois et demi, oui peut-être. Et puis je me suis dit non, quand même mon analyse première n'était pas bonne, il faut que je revienne dessus, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc le style, je l'ai davantage accepté, je l'ai davantage compris. Effectivement, quand Céline sort ça en 32, il casse les codes, il donne à lire un roman dont on n'a pas l'habitude, un style rapide, du langage parlé, beaucoup de récits au présent, même quand il nous parle d'événements passés, évidemment, hein. Donc, des événements au présent pour dynamiser le récit. Donc, une manière d'écrire qui va avoir du succès, hein. Ça va être populaire, ça va être repris, c'est toujours repris aujourd'hui, on utilise beaucoup ça. Moi je ne suis pas un grand adepte du récit au passé, d'un récit dans le passé écrit au présent. Ça ne me convient pas forcément, mais je sais que c'est très utilisé. Et donc en réalité, ce style, eh bien, il m'avait dérangé, et puis voilà, je l'ai accepté. J'ai un extrait pour illustrer ça. Alors je vous ai pris des extraits qui ne sont pas très avancés dans le livre pour pas forcément vous dévoiler
des intrigues. Et donc là, j'ai un extrait où le personnage principal, Ferdinand Bardamu, va nous parler des Allemands, puisque le livre se passe au tout début de la Première Guerre mondiale, 14-18, et il va nous parler des Allemands. L'extrait que j'ai choisi, il est là pour illustrer ce que moi je considérais, quand j'ai commencé à le lire, comme de la lourdeur, avec des tics de répétition qui ne me plaisaient pas trop, et ce langage parlé caractéristique. Donc je vais vous lire un premier extrait. Donc voilà, là le personnage est sur le front. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là attiraient. Les Allemands aussi, peut-être qu'ils savaient. Mais moi, vraiment, je ne savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école avec eux. Quand j'étais petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards, avec des yeux pâles et furtifs, comme ceux des loups. On allait toucher ensemble les filles après l'école, dans les bois d'alentour, où on tirait aussi à l'arbalète ou au pistolet, qu'on achetait même 4 marques. On buvait de la bière sucrée, mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d'abord, et en plein milieu de la route, il y avait de la marge, et même un abîme. Trop de différence. Donc voilà, là vous avez ce langage parlé, qui va être caractéristique de Voyage au bout de la nuit, qu'on va retrouver tout du long globalement du roman. Et il y a quelques petits tics qui apparaissent ici et là, à savoir le placement du sujet et qui est répété à la fin d'une phrase. Donc les Allemands ceci, cela, et je ne leur avais rien fait aux Allemands. Ça revient systématiquement, c'est un tic d'écriture, donc qu'il a adopté en tic de langage, qui est répété tout le temps. Ça donne une couleur particulière à la lecture, ça donne une musique assez étrange, en fait, à l'écriture. Donc j'ai un autre exemple pour illustrer ça. Donc on est sur un dialogue, toujours qui est en rapport avec l'armée, en réalité, avec la guerre. Il a pris un obus en pleine poire, mon vieux, et puis pas un petit, à Garance que ça s'appelait, dans la Meuse, sur le bord d'une rivière. On n'en a pas retrouvé ça, du gars, mon vieux. C'était plus qu'un souvenir, quoi. Et pourtant, tu sais, il était grand et bien balancé, le gars. Et fort, et sportif. Mais contre un obus, pas de résistance. C'est vrai, répond l'autre. Nettoyé, je te le dis, qu'il a été. Sa mère, elle a encore du mal à croire ça, au jour d'aujourd'hui. J'ai beau y dire et y redire. Elle veut qu'il soit seulement disparu. C'est idiot, une idée comme ça, disparu. C'est pas de sa faute. Elle en a jamais vu, elle, d'obus. Elle peut pas comprendre qu'on se foute le camp dans l'air comme ça, comme un paix. Et puis, que ça soit fini. Surtout que c'est son fils. Alors voilà, là on a d'autres caractéristiques, c'est que il y a pas mal de fautes de français, puisque c'est du langage parlé, et qu'on a affaire à des gens populaires. Alors certes, effectivement, il y a un degré de réalité. Il y a des gens qui font des fautes de français. On a cette fameuse faute « soit qu'il soit », par exemple, qui revient régulièrement. Et on a cette répétition du sujet qui revient en fin de phrase. Donc la conjugaison de ces deux éléments, j'avoue, ça m'a un peu gêné. C'est vrai, ça m'a gêné pendant pas mal de temps, pendant plusieurs dizaines de pages, peut-être même pendant 150 ou 200 pages, avant que je me fasse à l'idée et que j'accepte le contenu du livre. Donc voilà, ça, ce sont des exemples, globalement, qui ne m'ont pas convenu. J'avais du mal à avancer dans le roman à cause de ça. Je me suis quand même accroché, je me suis dit, bon, c'est un nouveau genre. D'ailleurs, ce nouveau genre, en fait, il m'a fait penser, j'ai réfléchi à ça après. Quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit, je me suis dit, ah oui, il y a un nouveau style, là, il y a un genre particulier. Ça m'a fait penser à une comparaison cinématographique. J'ai pensé à Godard et j'ai pensé à À bout de souffle. J'ai pensé immédiatement ça, parce que je me suis dit, la comparaison, elle a du sens. En fait, Godard arrive avec un nouveau genre de manière de filmer. Ça nous donne un cinéma différent, la nouvelle vague, évidemment.
nouvelle vague discutée, hein, certains adorent, certains détestent, beaucoup de gens détestent, les gens du peuple, les gens qui vont au cinéma habituellement détestent. Hein. Il y a une certaine élite qui a aimé, mais globalement les gens n'ont pas aimé tout de suite. Et ça tombe bien parce que moi je n'aime pas du tout. Je déteste Godard, alors encore plus À bout de souffle. À bout de souffle pour moi est un film véritablement surestimé, totalement raté, bâclé. Je comprends l'idée, hein. Attention. Évidemment, c'est un peu comme avec Voyage au bout de la nuit, en fait. Je comprends l'idée, mais je compare pas le niveau, hein, par contre. Godard, avec son À bout de souffle, il nous livre une ébauche de film mal tourné. Alors, il faut le revoir, hein. Extrêmement mal monté. C'est même une véritable catastrophe, le montage de Godard. Les raccords sont pitoyables. Ce qui se dit est bavard, pas intéressant. Il reste le côté un peu subversif de ce voyou qu'on suit, qui est sans foi ni loi, joué par Belmondo. D'ailleurs que je ne trouve même pas forcément bon. Même Belmondo, pour moi, n'est pas bon dans le film. Donc voilà, j'ai une piètre opinion d'À bout de souffle. Et donc, ça a fait écho. Je me suis dit, ah oui, À bout de souffle, Godard, un nouveau style, un nouveau genre. Voilà, on vient 30 ans avant et on a Voyage au bout de la nuit avec un nouveau style, une nouvelle manière d'écrire. Et puis, voilà, un choc, en fait, artistique. Ma critique, même dans ma première vidéo, n'était pas aussi sévère. Je suis loin d'être aussi sévère avec Voyage au bout de la nuit parce que, encore une fois, j'y ai repensé et ça m'a apporté autre chose. Par contre, Godard, non, la porte est fermée définitivement. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose de Godard, dans Voyage au bout de la nuit, une manière de... Ça, c'est plutôt l'inverse, hein, une manière de Godard de renouveler le cinéma, comme Céline l'a fait avec la littérature. Passons sur cet exemple. Un mot quand même sur l'histoire. Donc, dans Voyage au bout de la nuit, on va suivre le personnage de Ferdinand Bardamu. Alors, Ferdinand, c'est aussi le prénom de Céline. Et il y a un parallèle, évidemment, extrêmement important entre Céline et son personnage principal. Parallèle évident parce que ils ont un peu le même parcours. Le livre commence, le personnage va s'engager, s'enrôler volontairement pour la guerre 14-18. Il s'enrôle avec un ami et Céline va également faire la guerre 14-18. Son personnage, encore une fois, je vous l'ai dit, le récit est à la première personne. Donc à la première personne, c'est toujours le défaut des romans à la première personne quand il n'y a pas un enjeu particulier. C'est qu'on ne s'inquiète pas globalement pour la sécurité, pour les aventures, pour la vie du personnage principal. Globalement, on se doute qu'il va être présent de la première page à la dernière page. Donc on n'est pas très inquiet. C'est toujours un petit peu dommage, ou quand il y a un intérêt vraiment particulier à faire de la première personne. Mais là, pour le coup, rapidement, on comprend qu'on va vivre ses aventures et qu'on va... L'intérêt, c'est de comprendre sa vision du monde. C'est pas de s'inquiéter pour lui. Et donc, ce personnage fait la guerre, il va être blessé, comme Céline. Céline était engagée, il a été assez gravement blessé, on a le même parcours. Ensuite, le personnage de Bardamu va vivre des aventures vraiment rocambolesques, et il va partir un peu dans le monde entier. Alors, il reste un peu en France, on voit un petit peu comment ça se passe après la guerre. Il part dans les colonies, donc il va partir en Afrique. Céline, également, partira en Afrique. Alors là, on a une ambiance assez particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Céline nous dépeint l'Afrique d'une manière extrêmement glauque. Alors, je ne doute pas que l'Afrique des colonies ait pu être glauque, en tout cas étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. On a des personnages vraiment bizarroïdes, avec des caractérisations très 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 particulières. Bon, je ne vous donne pas trop de détails. Et ensuite, le personnage va aller aux États-Unis. Alors là, je fais une petite pause, il y a quelque chose d'intéressant, de curieux, de difficile à comprendre. Le personnage de Bardamu est en Afrique, et par le biais d'une aventure, il va partir aux États-Unis. Et il va s'embarquer à bord d'un bateau. Mais alors, c'est vraiment très particulier. Il s'engage à bord d'un bateau qui est une galère. Mais une galère stricto sensu. Comme une galère romaine. C'est-à-dire des prisonniers, plus ou moins, qui rament et qui traversent l'Atlantique Nord
pour rejoindre New York. Alors là, on est en plein anachronisme total. Alors, je comprends l'idée derrière. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit, effectivement, Céline, il veut nous montrer quelle différence il peut y avoir entre les colonies françaises dans un état archaïque et le contraste avec l'hyper-modernité du New York des années 20. On comprend. Mais c'est très étrange, parce que c'est le seul élément qu'on pourrait qualifier de surréaliste. Là, on est en plein surréalisme. Donc, on se dit, oui, dans un roman surréaliste, on peut tout accepter, toutes les fantaisies. Là, c'est la seule réelle fantaisie du livre, et elle est bizarre, parce qu'elle arrive à un moment et il n'y en a plus. Donc, je ne sais pas, notre ami Céline, il a voulu se faire plaisir, c'est assez amusant, je le garde comme une anecdote amusante aujourd'hui. Même si je pourrais comprendre que ça puisse paraître étrange. Donc voilà, notre personnage, il va aller aux États-Unis, et une fois à New York, alors il est enthousiasmé par la modernité, une certaine modernité américaine, mais globalement, le personnage de Bardamu, il n'aime personne. Il n'aimera personne non plus aux États-Unis. Ça, c'est un point important du roman. Céline, qui est encore une fois un homme particulier, n'était pas un grand optimiste. Et on peut même dire que c'était un grand pessimiste. Et finalement, son personnage, tout au long de son aventure, dans Voyage au bout de la nuit, il va rencontrer énormément de personnages. Aucun ne trouvera grâce à ses yeux. Enfin, quasiment aucun. Quasiment aucun. Ils vont tous avoir des défauts, des tares, être capables des pires fourberies, des pires traîtrises. Et globalement, on ressort de là en se disant l'humanité devrait s'éteindre. Ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. Et c'est comme ça, finalement, que Céline nous livre sa vision des gens, sa vision du monde. Et c'est globalement comme ça pour la quasi-intégralité des personnages qu'il va rencontrer. Sauf quelques-uns. Il y a une fille, une américaine, une jolie fille des années 20 qu'il rencontre. Et il a plus de, voilà, il a un peu plus d'entrain. Est-ce que c'est parce qu'elle est jolie, ça doit contribuer, mais pas que. Je vous dis pas tout, hein, évidemment. Je vais pas vous donner tous les détails du livre. Et à part ça, globalement, il ressort de la compréhension du monde de Céline, que tout est pourri et que globalement le monde serait bien mieux sans les hommes et la planète se porterait mieux si tout le monde était éteint. Il y a des exemples comme ça, je vais vous lire quelques exemples de phrases qui ressortent dans le roman. J'en ai noté quelques-unes pour vous faire partager la noirceur du monde vue par Céline. Donc par exemple, là il s'exprime sur le cinéma. Et voilà ce qu'il dit. Le cinéma, ce nouveau petit salarié de nos rêves, où on peut l'acheter, lui, se le procurer pour une heure ou deux, comme une prostituée. Voilà, ça c'est l'avis de Céline sur le cinéma dans les années 30. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Alors voilà, une autre punchline, on pourrait dire. Il faut se dépêcher de s'en gaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors. Sortie du cinéma, durez quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On voit la radicalité et la noirceur que ça implique. Encore une autre sur le monde, sur ce qu'il pense du monde, et comment il faudrait s'occuper du monde en général. Il faudrait fermer le monde, décidément pendant 2 ou 3 générations, au moins, s'il n'y avait plus de mensonges à raconter. On n'aurait plus rien à se dire, ou presque. Voilà. Tous les gens sont des menteurs, tous les gens ont des choses à cacher, c'est assez terrible. Là, c'est toujours pareil, c'est sur les gens. Si les gens sont si méchants, c'est peut-être parce que seulement ils souffrent. Mais le temps est long qui sépare le moment où ils ont cessé de souffrir de où ils deviennent un peu meilleurs. Donc voilà, là c'est toujours pareil. On a vraiment des extraits, j'en ai encore une moisson à vous fournir. Ça c'est marrant, c'est très très court. C'est sur l'amour, parce que notre ami Bardamu a des déconvenues amoureuses dans le livre. Et là, il nous fait une petite citation sur l'amour. L'amour, c'est l'infini mis à portée des caniches. Voilà, ça c'est aussi rude. J'en ai d'autres, j'en termine avec 2 autres.
À mesure qu'on reste dans un endroit, les choses et les gens se débraillent, pourrissent et se mettent à puer, tout exprès pour vous. Une dernière. Autant pas se faire d'illusions. Les gens n'ont rien à se dire. Ils ne se parlent que de leur peine à eux chacun. C'est entendu. Chacun pour soi, la terre pour tous. Donc voilà, là on a des extraits, pas piqués des hannetons de Céline, sur ce qu'il pense, sur ce que son personnage pense, mais évidemment du personnage à Céline, il n'y a qu'un grand pas. On peut imaginer qu'il y ait un peu de dérision là-dedans, mais malgré tout, ce sont de vraies réflexions philosophiques sur le monde. Alors, cette noirceur qui va occuper globalement tout le roman, c'est vrai, il faut avouer, elle est un peu difficile à digérer. C'est pas le plus grand optimiste du monde qui vous parle. Loin de là. Je peux rejoindre Céline sur énormément d'analyses. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi refaire la vidéo, parce que finalement, j'imagine que d'avoir lu Voyage au bout de la nuit, cette noirceur, j'insiste, qui ressort du livre, ce pessimisme ambiant, qui est presque un nihilisme, hein, en fait. On a l'impression qu'il faudrait tout éradiquer. Eh bien, il est tellement pesant que ça peut nous renvoyer à nos propres réflexions sur le monde. Et finalement, on peut aussi peut-être parfois les refuser un petit peu, hein, comme ça. Et là, de se prendre cette lecture en plein visage, eh bien, ça nous rappelle que notre ami Céline, il n'a pas complètement tort. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, on se dit que oui, on est sur de la noirceur, on est sur un nihilisme presque généralisé, et que c'est pas loin d'être la vérité. Alors, après, évidemment, ça va très très loin. Rien ne trouve grâce aux yeux de Céline. Ni le monde, ni le travail, ni les gens, ni même l'amitié, ni même l'amour. Globalement, il n'y a pas grand-chose qui peut fonctionner et qui pourrait donner un peu d'espoir au personnage de Bardamu. J'en suis pas là non plus. Loin de là, heureusement. Mais globalement, je peux le rejoindre sur certaines analyses du monde, ça c'est vrai. Le roman se poursuit donc aux États-Unis, comme je vous le disais. Céline lui-même est allé aux États-Unis et donc on a son analyse sur la vie new-yorkaise. Ensuite, il va voyager. Alors là, je vous fais un peu de spoil hein, pour les gens qui veulent arrêter. On pouvait faire une petite pause de quelques secondes. Vous allez vous avancer un petit peu. Je vais vous mettre un message de spoil. En fait, après, il continue donc son aventure. Et puis, on le retrouve à Détroit. Donc, il visite les usines Ford. Notre ami Bardamu nous donne sa vision des choses, celle de Céline, qui condamne globalement le taylorisme, la déconsidération des ouvriers, des gens qui sont fortement exploités, et donc on a son avis sur les choses à ce sujet-là. Ensuite, le personnage revient en France parce qu'il en a un peu assez des États-Unis. Le personnage de Bardamu va devenir, aussi curieux que ça puisse paraître au début du roman, médecin. Et là, on a encore un nouveau raccord avec Céline, puisque Céline, lui aussi, est devenu médecin. Il expliquait dans des interviews qu'il adorait la médecine, il aimait l'idée de pouvoir soigner des gens. Il en parle dans certaines de ses interviews, je vous invite à l'écouter. Voilà, fin de spoil pour cette partie. Donc, je vais conclure sur Voyage au bout de la nuit. Je vais quand même vous dire, vous citer un ou deux extraits que j'ai notés également pour vous dire qu'il y a de grandes envolées littéraires dans le roman et que bien évidemment, ça contrebalance. Ça a contrebalancé pendant ma lecture la mauvaise expérience que je pouvais avoir. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est vrai, ça a été un petit peu fastidieux à certains moments. J'ai râlé un petit peu tout seul, j'en avais un petit peu assez parce que je me disais j'ai beaucoup de mal avec ce style, j'ai beaucoup de mal avec cette aventure qui ne me passionne pas, parce que globalement, les mésaventures du personnage de Bardamu ne m'ont pas enthousiasmé follement. J'ai pas été pris de passion pour le personnage, ni pour ce qu'il vivait. Maintenant, avec le recul, je le prends comme une analyse du monde des années 20, et je me dis que c'est quand même pas mal d'avoir une photographie de cette qualité
par un homme de qualité, et donc j'en garde du positif. Mais effectivement, ça a été un peu laborieux. Toujours est-il qu'il y avait des envolées littéraires de très très belle qualité. Céline est capable, dans son roman Voyage au bout de la nuit, comme il le fait d'ailleurs, si vous l'écoutez en interview, vous le constaterez vous-même, il est capable de mêler des expressions extrêmement familières à du langage très soutenu. C'est amusant, donc c'est la même chose dans son roman. De temps en temps, il y a des envolées qui sont très littéraires et qui sont très philosophiques aussi, qui nous font réfléchir sur l'existence. Parfois qui sont drôles aussi. Il y a quand même des passages assez drôles. Et donc je vais vous citer deux extraits. Un extrait où il est en train de parler d'une fille, en fait. Il rencontre quelques filles dans le roman. Dès que je cessais de l'embrasser, elle y revenait. Je n'y coupais pas, sur les sujets de la guerre ou des beignets. La France tenait de la place dans nos conversations. Pour Lola, la France demeurait une espèce d'entité chevaleresque, aux contours peu définis dans l'espace et le temps. Mais en ce moment, dangereusement blessée, et à cause de cela même, très excitante. Moi, quand on me parlait de la France, je pensais irrésistiblement à mes tripes. Alors forcément, j'étais beaucoup plus réservé pour ce qui concernait l'enthousiasme. Chacun sa terreur. Cependant, comme elle était complaisante au sexe, je l'écoutais sans jamais la contredire. Mes questions d'âme, je ne la contentais guère. C'est tout vibrant, tout rayonnant, qu'elle m'aurait voulu, et moi, de mon côté, je ne concevais pas du tout pourquoi j'aurais été dans cet état-là. Sublime. Je voyais au contraire 1000 raisons, toutes irréfutables, pour demeurer d'humeur exactement contraire. Voilà, ça c'est un premier extrait sur ce genre d'envolées qui sont vraiment magnifiques à mes yeux en tout cas, dans le roman. Je vais vous en citer une autre qui est pas mal aussi. Il y en a beaucoup, j'ai relevé 2 exemples pour vous donner 2 exemples. Donc là, on est en bateau dans la fameuse galère dont je vous parlais tout à l'heure. Là, ça va être moins joyeux. On va parler de l'humain, des rapports humains. On ne m'y reprendrait plus à voyager avec des gens aussi difficiles à contenter. Ils étaient tellement désœuvrés et aussi enfermés 30 jours durant avec eux-mêmes qu'il en fallait très peu pour les passionner. D'ailleurs, dans la vie courante, réfléchissons que 100 individus au moins dans le cours d'une seule journée bien ordinaire désirent votre pauvre mort. Par exemple, tous ceux que vous gênez, pressés dans la queue derrière vous au métro. Tous ceux encore qui passent devant votre appartement et qui n'en ont pas. Tous ceux qui voudraient que vous ayez achevé de faire pipi, pour en faire autant. Enfin, vos enfants et bien d'autres. C'est incessant. On s'y fait. Sur le bateau, ça se discerne mieux cette presse. Alors, c'est plus gênant. Dans cette étuve mijotante, le suin de ces êtres ébouillantés se concentre. Les pressentiments de la solitude coloniale énorme qui va les ensevelir bientôt, eux et leur destin. Les faire gémir déjà comme des agonisants. Ils s'accrochent, ils mordent, ils lacèrent, ils en bavent. Mon importance à bord croissait prodigieusement de jour en jour. Mes rares arrivées à table, aussi furtives et silencieuses que je m'applicasse à les rendre, prenaient l'ampleur de réels événements. Dès que j'entrais dans la salle à manger, les 120 passagers tressautaient, chuchotaient. Donc voilà, là on a 2 exemples, 2 très jolis exemples. Il y en a comme ça, des morceaux vraiment d'envolées littéraires assez magnifiques dans Voyage au bout de la nuit, contrebalancés par ce langage parlé qui va occuper la bouche de quasiment tous les protagonistes, quasiment sans exception. Voilà, le livre se termine, je ne vous dirai pas la fin, ne vous inquiétez pas. Le livre se termine et petite déception. J'avais fait cette analyse dans ma première vidéo, je le redis. Je suis quand même arrivé au bout. Au moment de la lecture, là, j'étais un peu moins enthousiaste que maintenant, 2 mois, 3 mois après. Et puis, je me suis dit, quand même, tout ça pour ça. Tout ça pour pas grand-chose, en réalité. D'autant plus qu'à la fin du roman, il y a un élément qui arrive, un événement
qui va être déclenché par quelque chose. Je ne peux rien vous dire, je ne vous dirai rien à ce sujet. Mais en tout cas, cet événement, il est vraiment très très gros. On le voit venir à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Donc je ne pense pas que ce soit moi. J'imagine que Céline n'a pas forcément voulu le cacher, parce que s'il avait voulu le cacher, eh bien il n'aurait pas agi comme ça. J'imagine qu'il a laissé l'événement arriver et il n'avait pas forcément envie de le dissimuler. Je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, c'est quand même étrange. Moi, si j'avais voulu écrire ça, je l'aurais dissimulé. Alors peut-être qu'il a considéré, en réalité, qu'il l'avait dissimulé. Et cet élément arrive, et on n'est pas surpris, en tout cas, je n'ai pas été surpris. Et je me suis dit, bon, bah c'est dommage, parce que je n'ai pas été surpris par cet élément-là. Et deuxièmement, la fin me semble un peu plate pour l'envergure du roman. Et donc voilà, je suis resté un petit peu sur ma faim. J'ai rangé la liseuse et j'ai voulu faire une vidéo rapidement et je me suis trompé. Voilà. Donc écoutez, lisez Voyage au bout de la nuit. J'imagine que ça va déplaire à beaucoup de gens. J'imagine que le style va rebuter beaucoup de lecteurs. J'ai déjà entendu ça, de gens qui prétendent qu'ils n'aiment pas son style. Ce que je comprendrais tout à fait, évidemment. Maintenant, après réflexion, le mélange des deux styles, la profondeur de la réflexion de Céline sur le monde, sur la noirceur du monde, sur est-ce qu'il y a nécessité à véritablement le sauver, est-ce que le monde nous contentera réellement, est-ce qu'on est assez enthousiasmé pour traverser le monde en s'intéressant aux gens, toutes ces réflexions, eh bien ça en fait évidemment un grand livre. Un grand livre. Je comprends l'importance de Voyage au bout de la nuit, même si j'aimais toujours aujourd'hui quelques réserves sur le style. Je vais quand même aller maintenant m'attaquer à d'autres Céline. Il faut que je vois ce qu'il a fait d'autre pour voir si je ressens la même chose dans une autre œuvre de Céline. Voilà, c'est tout. Lisez-le et faites-vous une idée sur ce chef-d'œuvre, en tout cas considéré comme tel de la littérature française. À bientôt pour une autre chronique littéraire.